Les personnes qui vont visionner cette entrevue-là, quand vous rentrez, eux, ils vont rentrer dans un métro, et c'est sûr et certain qu'ils vont voir des personnes en situation là-dedans. Les métros sont devenus des refuges. Les hôpitaux, les urgences sont devenus des refuges. Il y a même des personnes en situation d'itinérance à l'aéroport de Montréal. Hiver 2026, l'itinérance continue de frapper de plein fouet. C'est le 100e jour de l'administration de Soraya. Et aujourd'hui, on sorti un protocole concernant les campements pour les déplacer, comment la transition va se faire. J'ai été rencontrer James Hughes de Mission Oldbury pour qu'il me donne un peu plus de détails. Qu'est-ce qui se passe avec l'itinérance à Montréal? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne voie ou ça va continuer à empirer? James Hughes, comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue chez nous. Oui, merci de nous accueillir. Tu es président, directeur général de la mission Oldbury. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est la 100e journée de l'organisation en fait de la mairie qui est en ligne en fait, qui est au travail et qu'elle avait promis en 100 jours qu'il y aurait des choses, il y aurait des changements qui seraient faits au niveau de l'itinérance à Montréal. On est ce 100e jour-là. James, est-ce qu'on a des changements? Bien, c'est ça. L'administration de la nouvelle mairesse n'a pas chômé. Oui? OK. Non. C'est une bonne nouvelle. C'est sûr qu'ils ont fait le constat qu'il y a des problèmes dans le domaine de l'itinérance qui ne sont pas résolus. Ils vont faire ça la priorité des priorités. C'est la première fois qu'on entendait un tel discours, une telle ambition. Et voilà, depuis que l'administration est en poste, on a vu pas mal de développements importants et très positifs. La première étant, bien sûr, l'annonce de 500 places additionnelles de halte chaleur pour le secteur, qui nous rendent à 3000 total. Okay. Pour les personnes qui aujourd'hui sont en situation d'itinérance. Parce qu'on était toujours complet, plus que complet, oui. Plus plein que plein. Et voilà, c'était de l'oxygène qu'ils ont amené qui fait en sorte que justement, il y a moins de tension dans nos centres, beaucoup moins de pression sur les épaules de les staffs, les permanents de Oldbury et autres. Qui c'est tellement dur, qu'est-ce qu'ils font? Et maintenant, c'est mieux cet hiver que ça a été l'hiver passé. Ça, c'est un parmi d'autres mesures qui sont entreprises depuis les premiers 100 jours. En plus, je le dis d'entrée de jeu, je trouve que c'est une entrevue qui est quand même, moi en fait, qui me touche beaucoup parce que mon père a été itinérant en fait. Ah bon? Je l'ai jamais connu, mais je pense qu'il a même été ici. Il a été pris en charge ici. Et, désolé. Ben non, mais c'est pas de problème. C'est dur pour la famille, hein? C'est quand même assez spécial. Ben oui. C'est quand même assez spécial de voir ça. Et on le voit de plus en plus, on en parlait un peu. Avant l'entrevue, que ce soit à Longueuil, à Québec, partout, l'itinérance, c'est pas juste un phénomène de Montréal. C'est un phénomène gigantesque. Là, tu me dis que les nouvelles qu'il avait annoncées, il parlait de 3000 places chaleur. C'est assez? Est-ce que c'est assez pour les gens qu'on a présentement en situation... On a des vacances dans nos centres de services d'urgence qu'on n'a pas eu dans le passé. Okay. Donc, ça a beaucoup aidé justement à ramener cet oxygène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ce soir, il y aura approximativement 6000 personnes en situation d'itinérance. Ce soir? Ce soir. À Montréal, mais 15 000 à Toronto. Vous avez dit que c'est partout. C'est pas juste au Québec, bien sûr. C'est partout en Amérique du Nord. Et, mais ça a doublé depuis les dernières 6-7 ans. Donc, c'est ça qui... Et donc, les organismes, la ville, la province, tout le monde a dû vraiment travailler de façon différente. Mais veut pas, la tendance se poursuit. C'est ça la frustration, c'est que ça augmente chaque année. Tout ce qu'on fait, Oldbury a doublé en termes de sa capacité depuis les dernières années. Nous desservons plus que 1000 personnes par jour, maintenant. Par jour.
Albury à travers tous ses services de relogement, de prévention et services d'urgence. Et il va falloir continuer d'étendre notre capacité vu que la tendance se poursuit. Donc, nous sommes très fiers de ce qu'on a pu faire. Je sais que les autres organismes aussi, la Ville peut être très fière des mesures qu'ils ont mises en place. Mais on doit être très frustré aussi. On est très frustré aussi de voir que justement le défi continue d'être si large et que la situation, d'une certaine perspective, s'empire malgré nos efforts. C'est une question qui peut paraître très simple et bête, mais pourquoi ça s'aggrave? Pourquoi ça s'aggrave? On le sait, on en parle, l'itinérance, ça fait longtemps, on le voit de plus en plus. Pourquoi ça s'aggrave? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. La crise d'itinérance est créée davantage par une crise de logement. On l'entend souvent, c'est l'une crise qui crée une autre. OK. Et ça serait une des grosses. La crise du logement est en. c'est la plus grande. C'est quelque chose qui est très dommageable. Problème. À chaque 3 ans, chaque ville fait qu'est-ce qu'on appelle un dénombrement. Il faut savoir comment est-ce que nous savons qu'il y a justement 6 000 personnes, mais 1000 bénévoles sortent et on compte les nombres de personnes. Les organismes comme le nôtre, on dépose nos chiffres. Mm-hmm. C'est le ministère de la Santé qui ramasse le tout et fait un rapport à chaque 3 ans. Et c'est les données qui sont pas juste quantitatives, mais qualitatives aussi, parce qu'on demande pourquoi vous pensez que vous vous trouvez en situation d'itinérance. Mm-hmm. C'est quoi la réponse qu'ils vous disent? C'est ça. La réponse, qu'est-ce qui cause l'itinérance? C'est d'abord et avant tout les évictions des logements locatifs. Mm-hmm. C'est la number one raison pour, selon ces questionnaires, pourquoi on a autant de personnes. Et donc, c'est ça, on a un marché de logement qui ne marche pas pour les pauvres. Des gens sur le bien-être social qui reçoivent 800 $, comment est-ce qu'ils vont payer un et demi, même une chambre qui coûte 1000 $ ou 900? C'est ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas sans une subvention de l'État. Donc, c'est pourquoi l'augmentation des loyers c'était cruel pour les personnes qui vivent dans la pauvreté. Et ceux et celles qui sont isolés, qui ont très peu de capital social et peut-être des petits problèmes de santé mentale, de cognition, des aînés, par exemple. Ils font quoi lorsque ils sont rénovictés? Mm-hmm. Ils viennent ici à la mission Albury, c'est ça qu'ils font. Et c'est pourquoi il y a une crise de logement. On a beaucoup moins d'unités abordables qu'on n'a jamais eues. C'est ça pour qu'un marché locatif marche bien. On veut vraiment avoir dans les 15-20% de la masse des unités locatives qui sont visées pour les personnes qui ont des problèmes de revenus, qui sont sur le BS, qui travaillent part-time ou qui ne réussissent pas à avoir un grand revenu, mais qui ont quand même accès. Mais aujourd'hui, ici, on a 3,5% des unités locatives sont hors marché, c'est-à-dire pour les personnes pauvres. 3,5%. Donc, l'écart est massif. C'est gigantesque. Et donc c'est ça. De un, on a eu des unités abordables qui ont été achetées par les investisseurs, converties en unités non abordables. Nous avons aussi en même temps une vague d'immigration qui est venue, la vague de COVID, qui fait que tout ensemble, les prix de loyer ont augmenté massivement, beaucoup plus vite que l'inflation. Et pour la très grande majorité des personnes, ils se sont ajustés. Ils ont trouvé une alternative. Mais pour la couche de personnes qui, justement, sont très isolées, avec certains problèmes médicaux, ne peuvent pas virer vers la famille ou autre pour de l'aide, c'est eux qui, avec cette vulnérabilité-là, qui se sont retrouvés parmi ceux et celles qui ont fait augmenter le chiffre en itinérance. Et il y a quelque chose aussi qui est frappant, que l'itinérance, c'est quelque chose qui est
dans la tête de certaines personnes, des fois, j'avais l'impression avant, on voyait ça très loin de nous, mais c'est très proche. On est des fois une seule bad luck, excuse-moi l'anglicisme, mais une seule bad luck, un seul mauvais choix qui nous emmène à peut-être finir en itinérance. Est-ce que le visage de l'itinérance, parce que ça fait longtemps que tu travailles là-dedans, y a-tu changé? Est-ce que tu trouves qu'il a énormément évolué? C'est plus... Ouais. Mais les personnes qui vont visionner cette entrevue-là, quand vous rentrez, eux, ils vont rentrer dans un métro, et c'est sûr et certain qu'ils vont voir des personnes en situation là-dedans. Les métros sont devenus des refuges. Les hôpitaux, les urgences sont devenus des refuges. Il y a même des personnes en situation d'itinérance à l'aéroport de Montréal. Ah ouais? Ouais. C'est des instances 24/7, c'est toujours ouvert. C'est une certaine mesure normale que des gens qui veulent trouver une place à l'intérieur, là, ils vont trouver une place comme celle-là, mais c'est aussi pourquoi ça explique aussi les campements, ça explique pourquoi on trouve des personnes dans les bâtisses qui sont... qui tentent de se réchauffer aussi. Exact, de se sauver, se cacher et tout, là. C'est partout. C'est ça le phénomène. C'est que c'est répandu partout. C'est pas juste en centre-ville, c'est à Hohensik, c'est à la Chine, c'est partout là maintenant. Il y a plus de personnes fragiles aussi. Nous avons des gens qui sont en situation d'itinérance pour des raisons économiques davantage. Mais on a aussi, parce qu'il y a tellement plus de personnes, plus de jeunes, plus d'aînés, plus de personnes très malades avec des problèmes de santé mentale. Donc, c'est plus juste des personnes qui sont... des fois qu'on avait pensé comme des personnes qui sont âgées. On a des jeunes, comme tu dis, on a des familles qui sont... C'est ça, femmes. La féminisation de l'itinérance se fait pas juste en termes de volume, mais aussi en termes de pourcentage. Selon le dénombrement dont je vous ai mentionné, le chiffre était dans les 23%. En 2018, c'est 29% maintenant. Donc, de la population totale en situation d'itinérance qui est constituée par femmes. Donc, 29%. C'est très, très problématique, ce vecteur-là. Personnes autochtones, ça, c'est tout un autre volet. Moins de 1% de la population de Montréal est d'origine autochtone. 12% de la population en situation d'itinérance est constituée par justement des personnes. Des communautés autochtones. Exact. Donc, c'est cette intersectorialité, si tu veux, personnes autochtones, itinérance, femmes, itinérance, jeunes, itinérance, personnes LGBTQ, disproportionnelles en situation d'itinérance. Donc, c'est cette variété, cette diversité de clientèle qui est une autre facette de la nouvelle face, si vous voulez, de l'itinérance à Montréal. J'ai envie de te poser ça, James. Comment tu fais pour rester positif face à ça? Comment tu fais pour rester positif face à cette crise-là qui n'a fait que grandir? Oui. Non, c'est ça. C'est comme je vous ai dit, je vis la fierté et la frustration comme des jumeaux, là, dans un coup. On était tellement fiers de couper le ruban pour un nouveau projet de logement. On fait beaucoup. Donc, des solutions. C'est des petites victoires. Des petites victoires. Et chaque fois qu'on voit quelqu'un qui vient chez nous dans notre café, dans notre propre halte ou dans nos services d'urgence, et on voit la détresse, la pauvreté, en tout cas, tout un bagage de problèmes. Et journée après journée, on voit de plus en plus de personnes pareilles. C'est sûr que ça peut se rendre triste et même dépressif, mais parce qu'on travaille dans ce domaine-là, on peut faire face à ça. On peut l'aider, on peut l'accompagner, cette personne-là. Donc, on vit l'espoir aussi. C'est l'espoir qui est notre oxygène. L'espoir, c'est notre gasoline. Je comprends. Et donc, ça fait toute la différence de pouvoir faire quelque chose. On a parlé de ça avant le début, mais les Montréalais et Montréalaises sont tellement sans capacité d'intervenir, une impuissance totale. Et qu'est-ce que ça fait? Ça rend des individus en situation d'itinérance invisibles. C'est parce que c'est pas comme les Montréalais et Montréalaises
parce qu'il s'en fout. C'est pas le cas, mais il passe à travers. C'est parce que, c'est tellement, c'est tellement présent, mais c'est aussi ce sens que je peux rien faire de toute façon. Non. Donc, je vais juste continuer. Mais juste déjà, j'avais entendu dans des entrevues que juste d'être capable déjà de les regarder, justement parce que tu viens de le dire, puis c'est intéressant, je trouve, de pas les faire passer comme s'ils étaient invisibles. Parce que déjà, pour eux, c'est quand même Ça fait très... toute la différence. Juste De les rendre visibles. Ouais. Ils sont, Juste de leur sourire. les êtres Je humains sais que des parlent fois, avec les autres êtres humains. Voilà. D'accord avec toi. Donc, de dire bonjour. Ouais. Hey, voilà, j'ai un bar de granola ou un bouteille d'eau. Est-ce que je peux vous offrir ça? Ouais. Ouais. Et vous avez vu le match des Canadiens ou des Jeux olympiques hier soir? Souvent, la réponse va être oui, peut-être non. Ouais. Mais c'est ça des conversations entre des adultes. Là. Mm. Sont des adultes, sont des gens autonomes, sont des gens qui sont des citoyens de notre ville. Ouais. Et si les gens qui nous écoutent aujourd'hui avaient un petit peu de temps, il faut utiliser notre jugement. Si quelqu'un se comporte de façon problématique, c'est ça, n'intervient pas. Mais si la personne est juste là et vous avez 5 minutes de plus avant d'arriver au travail, là, allez dire bonjour. Mm. C'est très intéressant. C'est des gens super intéressants, normalement super généreux. Juste à dire en parenthèse aussi, on pense souvent des personnes en situation d'itinérance, ils sont des criminels. C'est des gens qui causent des problèmes, qui sont violents. C'est le contraire. C'est eux qui sont victimisés par la violence. Ils sont tellement vulnérables qu'ils attirent des trafiqueurs et des autres là, et qui finalement se retrouvent dans une situation d'avoir été rendus plus vulnérables qu'ils étaient avant. Donc, il faut ouvrir nos cœurs à ces gens-là et faire notre petit parti juste en parlant avec eux si on a le temps. Point. J'ai déjà la réponse de la question que je vais te poser. On est l'hiver. On le sait que c'est un moment charnière pour l'itinérance à Montréal. Aujourd'hui, là, au moment qu'on se parle, est-ce que toutes les personnes qui sont à la rue dans l'itinérance ont une place sûre là ce soir pour dormir au chaud? C'est mieux que ça n'a jamais été, cet hiver versus les hivers passés. Mais malgré cette capacité additionnelle, il y a toujours des problèmes des personnes qui restent dans les campements, dans les hôpitaux et dans des autres endroits souvent insécures, comme dans des bâtisses abandonnées. Et il faut donc imaginer comment offrir des services là où ils sont et elles sont. Parce qu'ils ne vont pas venir nécessairement dans nos espaces, malgré qu'ils sont sécures, que les repas sont fabuleux, l'équipe très accueillant, ils préfèrent, et c'est leur droit de se retrouver ailleurs. Parce que des fois, on entend, puis c'est peut-être fou, mais des fois, on dirait que j'avais déjà entendu que certaines personnes en itinérance, ils ont peur de venir dans des endroits comme ici. Et des fois, ils se sentent pas en sécurité. Mais c'est complètement le contraire, en fait. Au contraire, on est en sécurité, ils sont bien à l'aise. Tout à fait, mais tout à fait. Au Bury, là, on a éliminé le langage de refuge ici. Une refuge, c'est une place où tu vas faire des services de 4 heures l'après-midi à 8 heures le matin, parce que pendant le jour, vous êtes supposé d'aller chercher un logement. Ouais. Donc, vers 3 heures, les gens commencent à faire le fameux fil. Ouais. C'est le fil est beaucoup associé avec l'itinérance. Les dortoirs sont, c'est ça, des gens qui rentrent, de rester dans des grandes salles. Des grandes salles avec des lits, tout ça. Des lits superposés, de même. C'est ça, c'est du macaroni 3-4 fois par semaine. C'est la sécurité. Des gens qui restent pour surveiller, que les gens respectent. C'est presque comme une prison, un peu. C'est presque comme des endroits coercitifs, d'une certaine mesure. Et c'est ça, l'autre chose, qu'il n'y a pas de pont pour amener des spécialistes médicaux, sociaux à l'intérieur des lieux. Donc c'est renfermé de cette perspective. Ça, c'est un refuge. Ouais.
Oldbury, c'est pas un refuge. Tous nos services sont 24/7 en termes des services d'urgence. Donc, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de dortoir. Ce sont juste des chambres à 1 ou à 2 personnes. OK. Tu peux fermer la porte. Tu peux voir ta vie privée, tu peux mettre tes affaires en tout temps. Nos repas sont de très grande qualité. On est très fiers de nos services de cuisine. Nous avons un chef, un spécialiste qui est absolument remarquable. Il y a zéro sécurité ici parce que le focus, c'est logement. Logement, logement, logement. Donc, nos staffs sont formés à accompagner des personnes en situation d'itinérance à travers tous nos établissements vers du logement. Et donc, c'est ça le focus. Et puis, la dernière chose, nous avons des psychiatres, nous avons des travailleurs communautaires, travailleurs sociaux sur les lieux aussi. Donc, nous avons des partenariats avec la police. Nous avons des partenariats avec des services municipaux. Donc, nous avons des ponts qui nous permettent d'offrir des services de qualité, d'entourer des personnes des moyens pour les permettre d'imaginer un meilleur futur. Et voilà pourquoi on ne se nomme pas un refuge. On a mis fin à cette C'est une maison, en fait. C'est une maison. C'est ça. On les nomme des services d'urgence avec accompagnement. Donc, accueil et accompagnement, c'est vraiment notre data. Je me demande, il y a la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec qui vous aide. Qui fait quoi, en fait, pour aider Mission Oldbury? C'est quoi leur rôle précis qu'ils font? Comment ils travaillent, en fait, avec vous? Mais la province travaille avec nous de deux façons. Ils sont un bailleur de fonds très important pour financer nos opérations, nos programmes, nos services. Mais ils sont aussi le lieu où il y a des spécialistes médicaux. Presque 100% de nos gens ont des problèmes médicaux. Santé mentale, dépendance, cognition. C'est les trois grands problèmes qu'ils ont. Et souvent, tous les trois dans une personne. C'est des choses qui se développent, d'après vous, selon votre expérience, dans la rue? Ou c'est avant? Parce que les deux. C'est ça. C'est souvent les deux. La rue s'empire des conditions médicales. C'est sûr. C'est évident. Oui. Donc voilà comment on travaille avec eux, mais on travaille aussi avec les services d'habitation de la province et de la ville aussi, parce que nous avons un grand programme de développement d'unités de logement. Oldbury gère 22 établissements à travers la ville de Montréal, dans 8 arrondissements. 4 en service d'urgence, le restant sont des projets résidentiels. Donc, parce que le marché est tellement difficile pour des gens issus de notre secteur, on a décidé il y a 20 ans, en fait c'est notre 20e anniversaire de gérer des projets de logement. On doit faire une annonce. Bon anniversaire. On l'annonce maintenant. OK, on l'annonce maintenant. Voilà, c'est parfait, on l'annonce, on la laisse. Comme ça. Ouais. Parce que c'est une grande journée, en fait. C'est drôle parce qu'on en parlait même en début d'entrevue. Tu sais, justement, vous revenez d'une conférence qui parle de, justement, comme, qu'est-ce qu'ils vont faire comme plus. Là, c'est les 20 ans. Vous dites que vous faites pour les logements. Oui. Oui. Donc, non, c'est ça. Il y a de l'action en itinérance. C'est ça. Mais dans le bon sens. Oui. Dans le bon sens, c'est ça. Dans le bon sens. J'ai l'impression qu'enfin, j'ai l'impression que les choses avancent. Oui, ils avancent. Mais on a fait des projets dans le passé, on a fait des projets pendant le COVID. Mais le problème, c'est malgré tous ces efforts, ça continue de grimper. On a ouvert toute une série de services en prévention aussi. Et d'ailleurs, oui. Vous me permettez? 100%. On lance le livre Mettre fin à l'itinérance au Canada, le plaidoyer pour la prévention lundi après-midi. C'est dans les librairies maintenant. Un livre que vous avez écrit. J'étais un des 10 écrivains. Des 10 écrivains, qui parfait. Mais aussi, c'est ça, la personne qui a organisé le tout parce qu'il fallait créer une carte routière pour mener la prévention de l'itinérance à la table. Parce que, de toute évidence, le traitement de l'itinérance via nos services d'urgence, comme qu'on en discute, ne marche pas tout seul. C'est voué à l'échec
si on juste continue dans cette veine-là, donc il fallait changer le statu quo. Et c'est via des services de prévention davantage qu'on imagine changer la donne. Mettre fin à l'itinérance au Canada, est-ce que c'est naïf de croire ça? C'est une aspiration, c'est sûr. C'est pas pour demain, c'est certain. Ça va prendre tout le monde, dont le gouvernement fédéral, provincial, municipal, vraiment à développer la volonté, un petit peu comme la mairesse Soraya a annoncé. On a besoin des partenaires au niveau provincial et fédéral à dire la même chose. Dans ces conditions-là, les ressources vont être disponibles et là, on va renverser la tendance. J'espère dans ma vie qu'on va pouvoir renverser et vraiment faire descendre cette tendance. C'est un petit peu le pourquoi de ma vie, la vie de tout le monde, un petit peu dans le secteur, c'est de voir cet renversement. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse parce qu'il parlait d'un nouveau protocole. Il y a plusieurs choses qui ont été nommées, il y a plusieurs choses qui vont être faites. Concrètement, c'est quoi qu'aujourd'hui on a appris? C'est une revendication que le secteur a depuis assez longtemps. Je dis assez longtemps parce que le phénomène des campements n'est pas c'est pas si vieux que ça. C'est assez nouveau, 7-8 ans dans la forme qu'on voit actuellement. Et les autres villes, au-delà de 30% des villes canadiennes maintenant, ont une façon d'intervenir en campement. Les règles sont claires, nettes et précises. Qui fait quoi est clair. Et donc, ils ont des meilleurs taux de succès à accompagner des gens des campements vers des solutions de logement, moins de tension avec le voisinage, plus de paix à l'intérieur des campements aussi. Et c'est pourquoi nous, Obery, moi j'étais là à chercher, demander que Montréal adopte son propre protocole depuis longtemps. L'ancienne administration a commencé le processus, mais jamais mis en place le protocole. Madame la mairesse Soraya a dit dans les 100 jours de son élection, elle veut mettre en place un protocole. Aujourd'hui qu'on se parle maintenant, c'est le 100e jour, ils ont annoncé leur protocole. J'ai été consulté, comme d'autres organismes ont été consultés. Et on est franchement très impressionnés et on adhère au protocole qui a été annoncé, qui est un début d'un processus. C'est compliqué à Montréal avec les arrondissements qui vont avoir un très grand rôle dans l'intervention en milieu de campement. Mais c'est sûr qu'on embarque là-dedans parce que c'est basé sur les droits humains des personnes en campement. D'abord et avant tout, ça reconnaît qu'ils sont des citoyens avec des droits. Et donc, il faut agir en conséquence. Et donc, ça veut dire que le mot d'ordre, maintenant, c'est la tolérance. C'est-à-dire, c'est seulement dans un dernier recours qu'un campement peut être déplacé maintenant dans la ville de Montréal. Ce qui est un gros changement. Qui est gros. Et maintenant, nous pouvons faire le constat, nous, à l'intérieur des campements, you're good. Vous allez pouvoir rester. Et si jamais un déplacement est nécessaire pour des raisons de sécurité, ils vont vous trouver une autre place qu'on appelle une zone de tolérance où vous pouvez tranquillement, pas vite, vous installer. Donc, c'est franchement excellent. Et il y a beaucoup de travail à faire. Qui va mener des services, comment on va financer des services psychosociaux comme les nôtres, comment le CIUS et tous les services médicaux vont être interpellés à faire leur part aussi. Donc, c'est tout à venir, mais un excellent début. Mais comment, justement, on peut faire pour stimuler ça, l'implication des gouvernements, comme l'action que vous faites avec la Mission Obery, mais vous êtes là, vous travaillez, vous êtes de l'avant, mais comment les personnes peuvent s'impliquer? Comment nos gouvernements, les gens qui sont en direction, peuvent être encore plus en action? Bien, écoute, nous avons besoin d'un gouvernement au niveau provincial qui est un petit peu comme le gouvernement à Montréal que nous avons maintenant, qui fait que la priorité soit logement itinérance. Les deux choses, ils vont ensemble. Je mettrais même santé ensemble aussi, pour des personnes à risque d'itinérance et en situation d'itinérance. On a un gouvernement qui a fait beaucoup. C'est que Obery a fait des projets de logement avec l'aide
importante du gouvernement provincial. Il faut le dire. Okay. Et on parle des centaines d'unités. Mais on a besoin des milliers d'unités de logements. Donc, on a besoin d'un gouvernement provincial avec plus d'ambition dans le domaine de l'itinérance / logement / médical. Et on a une élection en automne, n'est-ce pas? Donc, moi, à vous, les gens qui nous écoutent, votez logement et peut-être on va avoir un gouvernement qui, justement, priorise le secteur. Ça, c'est le niveau d'implication pour les citoyens, d'aller voter. Oui, voter. Important. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre aussi que voter? Bon. On en a parlé tantôt un peu. Je sais, les rapports parlaient avec les gens, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Oui, c'est ça. Des rapports avec des personnes en situation d'itinérance à travers la ville, c'est excellent. De supporter les organismes. Moi, je suis très fier de mon organisme et je suis très content et je suis de dire à quelqu'un, faites une donation à nous, ça nous aide énormément. La moitié d'ailleurs de nos argents, et on a 340 employés, c'est ça, on est un organisme maintenant de taille en tant qu'OSBL, on a besoin des donations. Donc, les dons vont être bien utilisés. C'est ça l'assurance que je veux faire. Ils peuvent aussi donner des vêtements, de l'alimentation, des bottes. On donne ces items-là à nos personnes gratuitement, donc on est ravis de recevoir des dons pareils. Les gens peuvent venir porter en fait du linge. Est-ce que les gens peuvent donner de leur temps aussi? Oui, ils peuvent. Est-ce que du monde, parce que des fois, je me dis, pour peut-être mieux comprendre l'itinérance, non seulement c'est de l'avoir, mais peut-être même de travailler avec, ça doit faire quand même un certain travail. Mais c'est du travail qu'on fait ici beaucoup. Ouais. Donc, on a besoin des bénévoles pour toutes sortes de choses, mais on est davantage avant tout des services professionnels, donc des gens formés, payés bien, etc. Il y a une autre chose que les Montréalais peuvent faire. Je t'écoute. C'est une grande demande. OK. Il n'y a aucune grande demande. Bon. Nous avons à Montréal des défis de cohabitation. Nous avons des quartiers qui ne veulent rien savoir de nous. D'installer même des projets de logement social dans le coin parce que c'est Oldbury, ils vont amener des personnes vulnérables, ils vont amener des personnes malades. Ça va changer notre caractère. Ça va réduire notre sens de sécurité. Nous avons besoin des citoyens pour dire « Bienvenue chez nous, venez chez nous ». Gardez-nous au courant de ce que vous avez en tête. Assurez-nous de pouvoir communiquer avec vous si jamais il y a des problèmes. Là. Mais nous savons qu'il y a un problème d'itinérance à Montréal, que c'est réglé par le logement. Donc, il faut développer des projets de logement partout. Je comprends. Donc, peu importe le quartier. Exact. Donc, nous avons besoin... On parle beaucoup de NIMBY en anglais, Not in my backyard, pas dans ma cour. On a besoin des Montréalais et Montréalaises de nous dire bienvenue dans ma cour. C'est ça qu'on veut. Et une autre demande de ma part, j'en ai fait beaucoup ici sur le show, mais voilà une autre. C'est une demande très, très, très juste et très, très valable. En avant, il y avait un camp qui a été démantelé, c'est le bon terme, qui ont des faits. Ils l'ont fait de manière respectueuse. Bien, comment ça s'est passé? Ça, est-ce que tu peux m'en parler un peu de comment le procédé? Ils n'ont pas démantelé. OK. Un avis a été donné à un moment donné par la ville en tant que partenaire de la Société québécoise des infrastructures qui était le propriétaire ou qui est le propriétaire du stationnement dans le palais. Donc, ils ont travaillé ensemble avec nous pour organiser le déplacement du campement. Donc, c'était un petit peu le préambule au protocole, si vous voulez. Qu'aujourd'hui, ce qui vient d'être annoncé, c'est que, si on se donnait le temps et les ressources nécessaires, on peut intervenir pour identifier des trajectoires de sortie pour des individus. Et pour ceux et celles dont on ne peut pas identifier une telle trajectoire de sortie, on va offrir une zone de tolérance ailleurs. Et c'est exactement ce qui a été fait. Beaucoup de temps a été donné. Nos équipes psychosociales, qui sont des ninjas, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait, les équipes Oldbury. C'est pas moi, là. C'est eux.
qui ont intervenu et pour 100% des personnes dans le campement, ils ont trouvé des places en sécurité. Beaucoup ici pour les hommes, on a trouvé des places pour les femmes, on a même logé des personnes directement du campement, dans certains cas. Et voilà, une zone de tolérance a été créée, mais finalement, ça n'a été pas nécessaire pour les gens dans le campement. Ça a été utilisé pour d'autres personnes. Mais même les personnes qui ont été là ont été accompagnées pour trouver une meilleure emplacement. emplacement quelque part éventuellement. Qui ont été supportés moralement là-dedans aussi, j'imagine. Exact. Donc c'est ça le modèle qu'on va maintenant utiliser, j'espère, dorénavant. Mais ça va prendre beaucoup plus de ressources financières pour financer des groupes comme Oldbury à intervenir de cette façon. Ça prend des équipes formées et le temps nécessaire avec des partenaires du milieu médical pour nous accompagner dans tout ça, avec certains cas. Ils sont souvent pas faciles, là. C'est souvent très résistant. Ça prend du temps de créer ces liens avec eux. Mais voilà aussi, un précédent de comment ça peut se réaliser à l'avenir. Fait que c'est un bon exemple, en fait. Un très bon exemple. Génial. Je souhaite, James, vraiment. Je souhaite vraiment que ça arrive, ça, qu'on voit une décroissance. Je me demande aussi, dans les gens qui justement tentent de sortir, est-ce que vous voyez des gens qui arrivent à s'en sortir ou ils finissent par retourner, ou le taux des gens qui s'en sortent ne reviennent jamais à l'itinérance? Ils arrivent à s'en sortir. Est-ce qu'il on suit cette statistique. Oui, non, c'est le récidivisme. Oui. Je ne le prononce pas bien, le récidivisme. Voilà. Et on a franchement peu de récidivisme lorsque nous sommes en mesure de loger la personne avec des services. Okay. C'est ça, des services de soutien en logement, c'est crucial pour s'assurer le maintien en logement de ces personnes-là. Faute de quoi, on va les retrouver chez nous. D'avoir un suivi, en fait. Exact. Un suivi dans le milieu résidentiel, ça fait toute la différence. Et nous avons des grandes équipes ici qui font ça pour notre clientèle. Donc, on a très peu de personnes qui reviennent. Donc, c'est sur des trajectoires de sortie, sont des trajectoires de sortie permanentes chez nous. Et c'est ça qui va juste répliquer pour les 6000 personnes que nous avons actuellement en situation d'itinérance. Et prévenir en même temps. Et là, voilà, la décroissance va commencer à se faire. Dans cette optique-là, si vous aviez une demande, une seule action concrète que les décideurs politiques pourraient faire, ça serait quoi cette demande-là? Je peux faire deux? Tu peux en faire deux. OK, merci. Tu as le droit aujourd'hui. Donc, le premier, c'est un engagement de la part des gouvernements fédéral et provincial de bâtir 10 000 unités par année jusqu'en 2040. OK. De logements abordables pour vraiment s'assurer que notre écosystème résidentiel accueille tout le monde. Ça, c'est le premier. Le deuxième, et on a fait le calcul, si justement on fait le 10 000 par année jusqu'en 2040, là, on va avoir 20% du marché qui est hors marché, donc qui va pouvoir justement accueillir tout le monde. La deuxième chose, l'adoption par la province du Québec de la première loi dans l'histoire du Canada sur la prévention de l'itinérance. Parce que beaucoup du problème est dans les mains de la province. Parce que des gens qui sortent du milieu hospitalier, des centres de santé mentale, centres de jeunesse et prisons provinciales, c'est dans leurs mains. Donc, c'est ces clientèles-là qui se retrouvent chez nous beaucoup. Et donc, le gouvernement peut intervenir selon ses propres responsabilités à faire bifurquer ces gens-là vers le logement et qu'ils évitent donc l'itinérance. Donc, le gouvernement a un rôle à jouer directement à faire prévenir l'itinérance. Voilà mes deux souhaits. On va citer ces deux souhaits-là. Et je me demande aussi, dans toute cette crise-là de l'itinérance, tu donnes beaucoup d'espoir
tu as fait beaucoup de belles choses, tu as inspiré beaucoup. Je serais curieux de savoir, toi, James, est-ce qu'il y a un moment où une situation, une personne qui t'a redonné ce que tu donnes présentement en faisant la mission Oldbury? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu te souviens que tu te dis, ah mon Dieu, cette personne-là m'avait marqué? Bon, on voit des miracles ici. Oui. À chaque jour. À chaque jour, jamais des personnes tellement malades que jamais on va pouvoir stabiliser stabiliser la personne. Jamais on va pouvoir l'aider à se retrouver en logement avec famille, avec sécurité. Mais on le voit. On le voit constamment. Et moi, c'est ça qui me... Je te donne un exemple, Monsieur Antoine. J'aime beaucoup cette histoire-là. Antoine, je me suis assis souvent avec lui dans la cafétéria pendant l'heure du lunch. Un monsieur, quand j'ai commencé à le rencontrer, j'étais... Comment que vous êtes là, articulé, éduqué? C'est quelqu'un, finalement, qui avait une dépendance du gambling. OK. Et est une personne issue de l'immigration. Il était quelqu'un qui a été commandité par sa fille quand il venait ici. Donc, il est resté chez elle. Mais finalement, il a dû, pour faire avancer sa dépendance, il a volé constamment de sa fille. Donc, finalement, la fille a dit « Get out », Ouais. avec raison. On comprend ça. Et lui, il n'y avait rien, il n'y avait même pas du bien-être social, il n'y avait aucun lien social, rien. Donc, il est venu chez nous à 64 ans. Et puis, à 65 ans, il est devenu éligible pour une pension fédérale de base. OK. Et on a eu du temps de le connaître et d'identifier une chambre pour lui. Et voilà, à 65 ans, il avait l'argent et on l'a accompagné et on le supportait en logement. Et il a recréé un lien de cette façon avec sa fille. Avec sa fille, ah. Et c'était ça, c'est la musique dans nos oreilles que finalement, il a commencé le processus à tisser ce lien tellement précieux. Il pleurait quand il parlait de sa fille, hein, que c'était sa faute, qu'il a perdu tout. Et il l'a retrouvé finalement, parce qu'il était stable en logement. Donc, une histoire parmi d'autres, mais une qui me tient à cœur. James, merci énormément. Mettre fin à l'itinérance au Canada, c'est sorti, on peut se le procurer. Très hâte de lire ça. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Et courage, et je te souhaite, dans les années que tu vas être là, qu'il y ait une décroissance au niveau de l'itinérance. Merci. Merci, Yann. Vraiment. Merci beaucoup.